Donc aujourd'hui, ce nouveau webinaire avec Smaka et NextFab, donc sur l'usine autonome de la plateforme digitale à l'autocorrection machine. On va commencer tranquillement, pendant que vous arrivez, par une petite question. Vous pouvez le mettre dans le chat, votre réponse. Est-ce que votre entreprise utilise déjà des machines connectées? Oui, partiellement, pas encore, ou ben, vous ne savez pas. Donc je vous laisse répondre dans le chat. Ça sera assez intéressant, de voir, où vous en êtes déjà, avec ça. Donc je vous laisse quelques secondes déjà pour y répondre et en attendant, on va continuer. Donc je vais juste pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais vous présenter en quelques mots, qui est JobWatch. Donc nous sommes une entreprise qui est spécialisée dans les métiers technologiques, l'horlogerie, la microtechnique. Aujourd'hui, on a plus de 70 des employés du monde de l'horlogerie qui sont inscrits sur JobWatch et on offre une large gamme d'emplois. Donc aujourd'hui, on a plus de 250 offres d'emploi sur le site qui sont disponibles pour, nos candidats, ainsi que plus de 200 formations dans des domaines très pointus du coaching et voilà, dans les métiers techniques et cetera. J'ai juste voilà. Et donc avant tout, nous, on est là pour connecter les entreprises, avec, bah, les candidats, ceux qui cherchent des nouveaux défis, dans leur emploi, dans leurs connaissances aussi. Ça, c'est très important pour nous. On croit vraiment que l'emploi, en règle générale, passe aussi par la formation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille également avec Smaka, qui est basé à Yverdon-les-Bains. Je passe à la suite. Donc, on a cette fameuse plateforme de formation qui est en train de s'agrandir de jour en jour avec beaucoup d'acteurs, de la formation, des écoles reconnues. Donc, je vous en ai parlé, de SMACA, entre autres. Le but pour nous est de devenir une sorte de plaque tournante de la formation pour tous les métiers, pour vous aider à revenir à l'emploi ou au contraire vous former, avoir aussi de meilleures connaissances dans votre domaine. Pour nous, c'est vraiment intéressant. Donc vous trouvez sur jobwatch.ch, cette partie, formation avec, plein de formats divers et variés, en présentiel, en ligne, mixte, des formations certifiantes. Et pour aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, donc quelques règles ultra simples comme d'habitude. Non, de la bienveillance, mais ça, on n'a jamais de problème avec ça. Évidemment, votre participation dans le chat ou le flux questions-réponses est vivement conseillée. On prendra toutes les questions à la fin, donc vous pourrez poser toutes vos questions. Et très important, ce live est enregistré et on vous l'enverra d'ici la semaine prochaine, le replay, comme ça vous pouvez le reconsulter autant que vous voulez, avec, par email, avec quelques informations complémentaires certainement. Donc, aujourd'hui, je vais, vous laisser avec, Guillaume et Samuel, pour leur présentation. Parfait, je vais fermer ici. Alors, Super. merci Valérie. Je vais couper les notifications ici en haut. Voilà. Donc, merci Valérie pour cette courte présentation. Donc, je m'appelle Samuel Vuadens. Je suis le directeur de NextFab. J'ai une formation de polymécanicien, CFC. J'ai ensuite fait l'école d'ingénieur et pendant une vingtaine d'années, j'ai fait des machines-outils, que ce soit dans l'arc jurassien, que ce soit en Valais. Et puis là, j'ai lancé une structure qui s'appelle NextFab en janvier. Ensuite, on a choisi un titre très provocateur, hein, l'usine autonome. Effectivement, l'usine autonome, c'est peut-être pour demain, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va traverser durant ces 15 minutes 3 sujets. Pourquoi les modèles ERP, MES et machines freinent la circulation de la donnée aujourd'hui? Comment la technologie des plateformes aujourd'hui permet de connecter instantanément tous vos processus à l'atelier et vos machines. Et puis finalement, le plus important aussi, qu'est-ce que c'est que cette formation qui est faite chez Smaka? Donc, première étape, pourquoi l'usine autonome?
pour la raison importante, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec les smart factories? C'est de produire à la demande. Donc, c'est de réaliser une production de masse, mais d'objets personnalisés. Qu'est-ce qu'on constate, hein? C'est que si on regarde la production industrielle, on a commencé en 1850 avec une très grande variété de produits. Par exemple, toutes les bagues étaient différentes. Et puis, on est parti sur une production de plus en plus industrielle. En 1913 est apparue la Ford Model T et on est arrivé en 1955 avec une production de masse. Mais cette production de masse implique une chose, c'est que tous les produits sont les mêmes. On peut peut-être juste choisir la couleur, le moteur, etc., etc. Et puis est arrivé en 2000 l'Internet et puis les configurateurs qui nous permettent maintenant de configurer des produits sur demande. Et c'est cette individualisation de masse qui est intéressante. L'individualisation de masse implique une complexité plus grande, surtout pour la partie soft. Donc, l'objectif aujourd'hui de cette digitalisation, c'est de produire l'individualisation de masse, donc de partir dans des lots de production qui sont de plus en plus petits. Qu'est-ce qu'on a traversé? On a traversé plusieurs années hein, au niveau de l'informatisation et la digitalisation de nos usines. J'étais pas dans l'usine hein, en 1981, mais en 1980, pour ceux qui étaient déjà derrière des machines, eh ben, on a vu apparaître les premiers PC. Et puis là, c'était l'époque de la rigueur du process. On essayait absolument de faire rentrer dans des cases des données. On n'avait pas beaucoup de place disponible, donc on devait être extrêmement rigoureux. Dans les années 2000 est arrivé Internet et on a pu connecter tout ce monde-là, hein, toutes ces données qui avaient été créées sur des PC et sur des serveurs dispersés sur la planète. On a pu les connecter et on a eu les premiers big data lake, hein, donc les premières grandes bases de données disponibles. En 2010, tout le monde a entendu parler de l'industrie 4.0, qui est un terme extrêmement à la mode et qui est aujourd'hui hein, déjà dépassé, vu que l'IA est la 5e révolution. Et j'aime bien cette image parce que finalement, elle reflète bien ce qu'on traverse aujourd'hui. On a construit des tours de Babel où la donnée ne communique pas l'un avec l'autre. Et si on rajoute encore l'être humain dans cette équation, finalement, on a très peu de lisibilité. Mais par contre, grâce à l'IA, on arrive peut-être, et on va arriver très rapidement, sur quelque chose d'exploitable. Ça, c'est la pyramide de l'automation. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais la commenter rapidement. Vous avez les machines hein, qui sont connectées ici avec des capteurs sur le terrain. Donc, imaginez votre machine avec des capteurs de vitesse, avec des capteurs de mesure. Vous avez un autre niveau au niveau de cette pyramide de l'automation qui est le niveau des contrôleurs avec les drives qui vont piloter les différents moteurs. Vous avez un niveau de supervision qui permet aux opérateurs d'interagir avec la machine, de voir ce qui s'y passe. Ensuite, nous avons un niveau de planification avec les ordres de fabrication, toute la partie supply chain. Et enfin, le management level qui prend des risques en disant, voilà, j'aimerais produire 1 million de pièces, 2 millions de pièces, 100 000, 10 000, etc. etc. Aujourd'hui, on se retrouve avec des niveaux et des silos qui sont extrêmement difficiles, séparés par des langues différentes. Hein. Et il faut bien vous imaginer qu'entre chaque silo ici, vous avez une taxe. Vous avez une taxe soit en termes technologiques, des langages qui ne sont pas les mêmes, une taxe de temps. Donc ici, on travaille en temps réel, ici, on travaille en mois. Et ce sont nos ingénieurs, hein, nos équipes d'ingénieurs qui travaillent ici pour relier tout ça. Et c'est effectivement une catastrophe. Par contre, nous avons l'IA qui est en train d'arriver. Depuis 2 ans, on a tous pu l'utiliser et comprendre au niveau de tous ces outils, ben, simplement du text-to-text avec ChatGPT, que les LLM sont l'avenir. Donc, d'ici peu, les LLM vont nous permettre ici d'interroger les différents silos
ou d'interagir avec les différents silos en texte clair, en text-to-text ou en text-to-code pour aller plus rapidement. Donc, ces LLM vont devenir de véritables traducteurs universels intercouches et on va pouvoir aller vraiment de plus en plus vite. C'est pour ça que de mon point de vue, d'ici quelques années, on aura une rapidité extrême entre les silos et cette individualisation de masse est possible d'ici quelques années. Voilà, j'aimerais juste aussi, faire un petit point sur, l'AI parce que c'est vraiment l'élément qui me plaît aujourd'hui. J'ai investi, ces 3 derniers mois à travailler énormément avec les différents outils. Vous avez certainement aussi déjà vu, ce schéma ici, avec l'intelligence artificielle qui est le domaine, algorithmique, hein, avec lequel on travaille. Donc ce n'est plus déterministe, c'est presque de l'empirique. Le C'est machine learning oui? excuse-moi, il y a juste, des gens qui demandent juste la définition de LLM. C'est Large Language Model. Donc c'est vraiment le text-to-text qu'on voit aujourd'hui. C'est la technologie qui nous permet d'interagir aujourd'hui avec, par exemple, Gemini, ChatGPT, Claude et cetera pour pas les nommer. Merci pour l'éclaircissement. Ensuite, depuis, je pense, 2016-2017, le machine learning est arrivé dans nos usines, surtout pour la qualité. Donc, hein, ici, chez Smaka aussi, beaucoup d'images sont analysées pour ne serait-ce que la qualité. Ensuite, on a les réseaux neuronaux qui sont arrivés, le deep learning et enfin, ce que l'on utilise tous au quotidien maintenant, mais que ce soit à l'atelier, que ce soit dans l'administration, c'est la Gen AI, c'est l'IA générative. Et tout ça, en fait, ça devient nos racines. Donc, on travaille sur nos données ici. Et ce qui devient intéressant, c'est qu'on a des domaines d'apprentissage et des outils. Hein. J'ai ici les outils qui sont les fruits de toutes ces données, où on a le prompt engineering avec le plus connu ChatGPT, où là, on va interagir avec cette base de données ici algorithmique en texte-to-texte. On a le multimodal qui arrive. On va pouvoir faire on fait du text-to-image, du texte-to-vidéo, du texte-to-audio et aussi avec, dans nos logiciels 3D, il est déjà dorénavant possible de faire du texte to 3D. Donc, le prompt engineering devient un élément extrêmement important pour utiliser cette Gen AI. Ensuite, on a tout ce qui est les données RAG. Ici, les données RAG, hein, ceux qui travaillent avec ça, ça devient aussi très intéressant. On peut interroger nos propres données et en avoir des retours. Ce ne serait-ce que pour la mesure, pour analyser des devis, pour faire des offres. Ça arrive très rapidement. Et enfin, les agents IA. Les agents IA, j'ai commencé à m'amuser avec des choses extrêmement simples, hein. Mais voilà, c'est vraiment des tâches qui sont extrêmement simples, hein, comme de dire dans ses emails: «Crée-moi directement le rendez-vous dans mon agenda» et ça le fait automatiquement. Ce qui paraît extrêmement prometteur, c'est l'IA agentique que j'ai ici, représentée par des petites abeilles qui vont automatiquement travailler avec tous ces différents outils, tous ces différents fruits, hein, que nous offre cette Gen AI. J'aime bien aussi dire ça, l'IA agentique, hein, finalement, ça va être l'autonomisation de l'automation. Voilà. J'ai parlé du contexte général dans lequel on traverse, mais là, il y a encore effectivement quelques années pour que ça arrive dans nos ateliers. Nos ateliers sont extrêmement protecteurs. On travaille sur des systèmes anciens. On est dans une industrie souvent qui est quand même ancienne, il faut l'avouer. Les startups qui démarrent aujourd'hui ou les entreprises qui produisent aujourd'hui démarrent avec ce genre d'outils directement. Mais il y a un gap technologique qui doit être couvert assez rapidement par toutes les usines. Donc, connecter la promesse à l'exécution. Aujourd'hui, il faut un domaine qui est important, c'est de travailler avec des plateformes.
Pour ma part, je pense que c'est fini d'avoir plusieurs, logiciels qui sont complètement déconnectés, comme un ERP avec SAP. Ensuite, une solution, pour gérer les signatures de nos documents, une autre solution, pour gérer les notes de frais de nos collaborateurs, une autre pour faire les salaires et cetera, pour faire le site web. Tous ces outils qui sont entièrement déconnectés, c'est vraiment ce qui nous empêche aujourd'hui, d'aller vers cette vision des smart factories. Donc, il nous faut une continuité absolue avec toutes ces différentes applications qui sont le process de l'usine. Grâce à ces exécutions intégrées, la machine n'est plus une boîte noire et on pilote plus à l'aveugle. Chaque micron corrigé par notre mécano est valorisé en temps réel dans la marge de l'entreprise. Donc durant la formation, on va utiliser, que je fais ici chez Smaka, on va utiliser un logiciel, qui s'appelle Odoo, qui est un logiciel open source à la base. C'est un avantage assez intéressant pour les industriels parce qu'on peut l'intégrer directement sur nos serveurs ou partir en mode SaaS. Donc, on a traversé cette première digitalisation, l'industrie, où on a simplement essayé de digitaliser nos documents, on a connecté les machines si c'était nécessaire. Nous arrivons aujourd'hui à une deuxième digitalisation avec l'IA. On digitalise les décisions, les interactions qui nous permettent d'aller plus vite. Et puis, avec une plateforme, on a une seule source de vérité qui permet à des PME d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, la conclusion, on n'aura pas d'IA performante sans une plateforme unifiée. J'ai volontairement tracé un ERP. Pour moi, un ERP, aujourd'hui, n'a plus lieu d'être. Il faut vraiment imaginer des plateformes complètement unifiées avec le site web, le shop, la comptabilité, qui est plus qu'un seul outil. Voilà, j'arrive à la description de cette masterclass que je fais sur 3 jours. En 3 jours, on va connecter le front-end. Donc, par exemple, je suis le meilleur fabricant de bagues au monde. À travers une simulation, on va commander une bague sur mesure, à travers le shop. Le deuxième jour, on va traverser tout ce qui est ordre de fabrication, les gammes, les nomenclatures, les points qualité. Et enfin, le troisième jour, on va aller sur la facturation, la logistique et une dernière demi-journée consacrée aux outils IA qui sont standards. Cette formation Flux 360, ce sera la 8e session, déjà la 8e année. J'ai eu plus de 152 participants qui ont principalement été des experts en production. Et ça va être la première ici dans le centre de formation SMACA, le 3, le 11 et le 26 juin. Donc, vous avez compris mon propos. En 3 jours, ce n'est plus une promesse, mais vous partirez avec une plateforme bac à sable de type Odoo et vous pourrez très facilement faire le parallèle entre cette plateforme de type Odoo et ce que vous avez chez vous en atelier. Tout ce qui se fait ici peut être parallélisé avec qu'est-ce qu'on doit faire chez nous pour implémenter cette vision de processus entièrement connecté. Voilà, j'arrive à la fin de mon speech et puis je vais passer la parole à Guillaume, ici présent. Merci Samuel. Pour ma part, je m'appelle Guillaume Frein. Je suis chef de projet industriel. J'ai une quinzaine d'années dans la mécanique de précision. Donc, moi, je suis quelqu'un qui vient du terrain. Donc, j'ai commencé comme régleur CNC. J'ai évolué comme programmeur, chef de projet industriel et industrialisation et méthode, et responsable de l'excellence opérationnelle sur 2 sites de production. Et accessoirement, donc, je suis formateur SMACA sur l'autocorrection des machines que je vais vous présenter maintenant. L'autocorrection des machines, donc une belle image générée par ChatGPT, que j'ai demandé une pièce assez complexe. Donc, je pense que c'est une pièce d'usine à gaz qu'on voit là. Combien de corrections vous faut-il pour régler une pièce?
10, 20 ou beaucoup plus. Donc pour une pièce comme ça, c'est sûr que ça fait beaucoup de corrections, beaucoup de temps, beaucoup de essais-erreurs. Et la réalité du terrain, c'est ça. Donc j'aime bien cette slide parce que c'est tous les exemples concrets que j'ai récupérés en atelier. Donc pour faire le réglage d'une pièce, la méthode qui est encore majoritairement employée, donc c'est le stabilo. Les cotes qui sont bonnes, on les stabilote en vert. Un coup d'orange sur les cotes à corriger et on calcule notre correction. La version plus améliorée, donc c'est les pense-bêtes avec le récapitulatif des cotes et comment est-ce qu'on doit les corriger. Et on a aussi certaines versions qui donnent donc des indications sur les trajectoires outils et le correcteur à appliquer. Donc ça, vous l'avez. Oh, je peux faire mieux. J'ai trié, ouais. Parfait. Oh, ça marche bien. Ouais, un peu vite. Le problème avec cette méthode, bah, c'est les corrections sont empiriques. Ça va avec des essais-erreurs. On prend pas en compte et on n'arrive pas à prendre en compte toutes les interactions qui sont invisibles, donc les relations entre les différents correcteurs et les différentes cotes. Et on est dépendant à l'expert. Donc celui qui a programmé la pièce, lui va savoir comment est-ce que la pièce est usinée. Il va savoir quel outil corriger. Par contre, eh ben, c'est sûr que l'opérateur, il aura plus de peine. Et on corrige une cote, on dérègle 3 autres. C'est quand on ne tient pas compte des différentes interactions. Pour ça, donc, il existe l'APC, qui est l'Advanced Process Control, ou l'autocorrection des machines. Ça ne corrige pas une cote, ça corrige un système complet. Donc le principe, c'est de mesurer une pièce. Le logiciel va faire le calcul, va appliquer les corrections directement à la machine. Donc avec une seule pièce, on peut faire le réglage complet et la deuxième pièce est bonne. Donc ça prend en compte toutes les interactions simultanément, ça calcule les dérives et ça corrige l'ensemble en un seul cycle. Pourquoi les projets APC échouent? Donc je vais vous donner la recette parce que je l'ai vécu personnellement. Au tout début de l'APC, j'avais entendu parler de ce nouveau logiciel et j'avais voulu le tester. Je trouvais ça incroyable et assez simple de mise en place. Donc je l'ai mis sur une pièce prototype avec des moyens de mesure qui étaient là, mais il fallait un peu se débrouiller. Et j'ai mis sur toutes les cotes en même temps. Donc c'est justement le genre de choses à éviter si on veut que ça réussisse. Et surtout, moi, je n'avais pas pris en compte les prérequis, parce que souvent, on oublie les prérequis à l'autocorrection d'une machine. Le premier, c'est les mesures fiables. Les moyens de la mesure qui sont validés, des résultats stables et reproductibles. Forcément, si on a des variations dans la mesure, l'autocorrection va corriger d'après les informations qu'on lui donne. Un processus d'usinage maîtrisé, une capacité et des variations identifiées. Pareil, si le processus varie beaucoup, ce n'est pas l'autocorrection qui va nous résoudre nos problèmes de variation. Et finalement, un plan de mesure simplifié. Au lieu de mettre toutes les cotes, tous les angles, tous les rayons, il faut aller à l'essentiel, les cotes critiques et fonctionnelles, et définir une fréquence de mesure. Donc, comme disait Samuel tout à l'heure, il faut que les données soient fiables pour mettre en place ce genre de projet. Donc, ça s'applique aussi à l'autocorrection. On ne peut pas automatiser un chaos. Tout ce que vous avez comme variation avant de mettre en place l'APC, vous le retrouverez aussi après. Et finalement, donc la boucle de continuité numérique, où se situe notre autocorrection. Ce qu'on aimerait, ce qu'on a tous envie dans l'industrie, c'est que l'ingénieur qui conçoit la pièce 3D fait le plan. Il va ensuite le transmettre, donc une partie à la mesure, l'autre partie à la FAO. Et là, généralement, il se produit les premières ruptures de la continuité numérique. Donc, si la pièce est cotée en cote nominale,
le programmeur va vouloir le redessiner en code centré pour être toujours centré au nominal, hein, c'est logique. Les méthodes de mesure aussi. Maintenant, avec les cotations ISO GPS, les ingénieurs ont plus tendance, ou les dessinateurs ont plus tendance à mettre des localisations, par exemple, qui sont très contraignantes. Par contre, quand on les mesure et qu'elles sont hors tolérance, on ne sait pas forcément comment les corriger. Et finalement, donc, de la FAO jusqu'à la machine, il peut y avoir encore une perte dans la continuité numérique quand on fait quelques adaptations sur la machine, que ce soit de production ou machine de mesure. L'autocorrection, donc, elle se situe entre la production et la mesure. Donc le but, bien sûr, c'est de protéger toute cette boucle, à savoir que chaque modification manuelle rompt la chaîne et crée un risque qualité. C'est sûr que moi, à la place d'un ingénieur, j'aimerais concevoir ma pièce, la donner en fabrication et qu'elle soit faite dans les quelques heures. Et si je modifie mon 3D, que tous les changements soient intégrés directement. Et la plupart des entreprises, on est encore loin de cette situation. Concrètement, donc, qu'est-ce que ça apporte l'autocorrection? Donc, le gain le plus rapide, c'est les temps de réglage qui sont au moins divisés par 2. Qui dit temps de réglage divisé par 2 dit diminution des tailles de lot. Donc, on va pouvoir accélérer le flux, se rapprocher de notre client. On a aussi moins d'arrêt machine. L'opérateur qui avant dépendait peut-être du régleur ou du programmeur pour corriger sa machine pourra faire les corrections tout seul. Donc en fait, on capitalise le savoir-faire d'un programmeur. Moins de rebut en fabrication, hein, c'est lié. Et aussi à l'assemblage, parce que l'autocorrection va nous recentrer toutes les cotes tout en même temps. Donc ce n'est pas une cote de temps en temps, c'est vraiment tout en même temps au nominal, au centre-cote. Et plus d'autonomie pour les opérateurs. Comme je l'ai dit, si on travaille d'équipe, ce point c'est super important parce que ça permet aux opérateurs de tourner sans avoir besoin de soutien. Finalement, l'APC, c'est moins de stress pour les opérateurs, plus de compétitivité pour l'entreprise. Et ça répond donc aux gros enjeux industriels actuels qui sont la pénurie de main-d'œuvre, la pression sur le coût et délai et la stabilité des processus au niveau qualité. Comment est-ce qu'on se forme à l'APC? Donc, SMACA, c'est une usine-école. Donc, c'est mettre la pratique en avant. Pour faire cette formation, donc, j'ai imaginé la faire sur 2 pièces réelles, qui sont les pièces du comparateur. Et on va directement sur la machine, usiner les pièces et appliquer l'autocorrection. À savoir qu'on a on fait la formation sur 2 sites. Pour le moment, il y a juste un Malray. C'est qu'on usine la lunette de comparateur et prochainement, en partenariat avec le GIM et le CIP, on va usiner une carrure. Avec le GIM, donc on va aller sur la Micro 5. Donc la pratique est au cœur de cette formation. Le principe, c'est qu'en faisant des essais, en se rendant compte des problèmes que l'on a, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Formation multimétier. Donc, il y a qui formé pour cette formation APC? Les opérateurs machines, dans l'objectif de moins de stress et plus d'autonomie. Régleurs et programmeurs, fiabiliser les réglages, réduire les arrêts machines. Méthode, qualité, industrialisation pour garantir la cohérence et la traçabilité et mettre en place un projet d'autocorrection. Et tout ce qui est encadrement et management pour diffuser la culture, soutenir le projet et assurer la pérennité. Pour finir, donc SMACA, c'est un centre de formation, comme je vous l'ai dit, orienté pratique pour l'optimisation des processus de l'industrie et des services, certifié avec le label EduQuant.
Donc, il y a une multitude de formations. Je vous laisserai voir sur le site internet. Et c'est conçu comme des formations modulaires, c'est-à-dire que l'ingénieur qui veut augmenter ses compétences, il pourra choisir une amélioration sur la qualité en conception, sur la cotation ISO GPS, etc. Donc c'est vraiment modulaire et adapté à chaque personne. Et ensuite, ces différents modules permettent une certification EduQua pour les formations telles que Lean et Six Sigma. Je vous remercie pour votre attention. Et donc, vous retrouverez le site internet de SMACA et mon contact direct à disposition pour les questions. Merci Guillaume. Effectivement, on va passer, je pense, aux questions, Samuel, également, parce qu'on en a déjà plusieurs qui sont arrivées pendant la présentation. Donc, je vous propose qu'on les prenne en fait dans l'ordre d'arrivée. Donc, nous avions Eddie qui a demandé est-ce que la continuité d'information est en serveur interne entreprise ou obligatoirement sur le cloud? Donc, c'était une question pour Samuel. Alors, il y a deux aspects, hein. Donc, la formation, quand je la fais sur des bases de données qui sont en mode SaaS, hébergées par cette solution Odoo en Belgique. Odoo est une solution qui existe maintenant depuis 2007, voire avant, c'était Tiny ERP. Et c'est une solution belge. Elle a un immense avantage, c'est d'être aussi en open source. C'est-à-dire qu'on peut démarrer simplement autour des 500 francs par user par année, en ayant toutes les applications, hein, que vous avez vues. Et puis tout d'un coup, on peut souhaiter la reprendre en interne pour des raisons X ou Y, hein. Il suffit d'avoir les personnes compétentes pour l'héberger chez soi. Très bien. Est-ce que Odoo remplace un ERP ainsi que les interfaces système? Alors, j'ai été assez provocateur, hein. Pour moi, c'est pas un ERP. Donc, finalement, j'ai chopé quelques cheveux gris, pourtant j'ai des cheveux blonds, en utilisant SAP pendant quelques années et que j'ai trouvé, mais tout sauf utile, tout sauf pragmatique. Et puis aujourd'hui, les solutions, hein, qui arrivent sur le marché de type Odoo, hein, donc ce ne serait pas la seule. Je ne suis pas un vendeur Odoo, hein, je suis plutôt l'initiateur de travailler en plateforme. Moi, je promeus cette idée d'avoir une seule et même source, d'avoir toutes les applications qui proviennent d'un même système. Et puis, c'est un ERP qui fait bien plus, en fait, Odoo, puis qu'il y a tout qui est lié. Donc, pour moi, voilà, ce n'est pas un ERP, c'est une plateforme. C'est un véritable écosystème. Et ensuite, vu que c'est une solution open source, eh ben, on peut aller très très loin. Donc, on peut connecter aussi d'autres visuels, d'autres visus. Très bien, je pense que c'est assez clair. Alexandre, c'est plutôt une question du coup pour Guillaume. L'APC est utile à partir de quelle quantité de production? Petite, moyenne, grande série? Pour toutes les quantités de production, le gain réel, il se fait au réglage. Après, pour les productions plus grosses, le gain qu'on va avoir, c'est le centrage de toutes les quotes, le suivi de production, donc ça remplace un SPC standard. Mais le vrai gain, il est surtout pendant le réglage. Donc je dirais toute taille de lot. Et puisqu'on va, comme je l'ai dit avant, puisqu'on va diminuer le temps de réglage, on peut revoir les tailles de lot, ce qui permet d'accélérer les flux et être au plus proche de notre client. Très bien. Est-ce qu'on a encore des questions? Sinon, je passerai aux questions. On a des questions qui arrivent. N'hésitez pas, hein, ils sont là pour ça. Alors, quel est le niveau de maturité actuel des entreprises sur ces questions? Alors, j'aime bien faire deux distinctions, hein. Donc, les entreprises qui ont démarré il y a une dizaine d'années, généralement, elles sont assez matures parce qu'elles ont pu directement passer sur des solutions
qui étaient en mode SaaS ou qui avaient déjà toutes ces technologies de plateforme. J'en croise de plus en plus. Donc pour moi, c'est juste une question de temps, hein. Par contre, la difficulté, c'est toutes les entreprises qui ont tout un passé, tout un historique, qui sont souvent dépendants d'une solution logicielle ou de tout ce qu'ils ont monté au niveau en termes d'années. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué, parce que ça coûte beaucoup plus cher aussi. Donc, de mon point de vue, en fait, les gens vont passer à ce type de technologie de type plateforme en fonction de la fin de vie de certains logiciels. Donc, ça va arriver et je pense d'ici quelques années partout. Alors tout à fait, je pense aussi que c'est un problème. Quelles sont les étapes d'un projet de mise en œuvre APC? Donc les étapes, j'en parle aussi, c'est une bonne partie durant la formation. Il faut maîtriser les prérequis, tout ce qui est mesure, maîtrise de la variation des processus, maîtrise, comme j'ai dit, sur les plans, les codes fonctionnels, les codes critiques, et impliquer tous les acteurs qu'il y a derrière, parce que dans un projet APC, c'est pas le régleur qui va le mettre en place tout seul. Derrière, il y a de l'informatique, on a parlé de serveurs, donc il y a aussi une question de sécurisation des serveurs. Est-ce que c'est hébergé sur le cloud? Est-ce que ce sera en local? Donc toute la partie informatique qu'il faut tenir compte. Et tout ce qui est méthode, forcément. Donc pour vous dire ce qu'on a mis en place, quand on a mis en place l'APC, on allait sur la machine tridimensionnelle avec la pièce, on scannait le code barre de l'OF, ça ouvrait directement donc, le programme de mesure, on mettait la pièce, ensuite on lançait le programme, ça ouvrait le logiciel d'autocorrection, on validait les corrections, donc on avait laissé une validation manuelle faite par un être humain pour sécuriser en cas de grosses erreurs, et ça envoyait directement toutes les corrections à la machine. Donc les opérateurs passaient environ 3 pièces par jour pour corriger toutes les machines. OK. Je vais prendre la question de Claude, juste avant celle de Fabrice, parce c'est dans la continuité de ce que racontait Samuel juste avant. Claude nous dit: «Il peut y avoir pas mal de peur à mettre un tel projet en cours. Quels sont les leviers ou les déclencheurs pour donner confiance et se lancer dans de tels projets?» Alors, les peurs, je les comprends tout à fait. C'est aussi l'objectif de ces 3 jours, hein, c'est de voir que finalement, c'est devenu très simple, hein. Donc aujourd'hui, tout le monde utilise un smartphone, tout le monde est capable, avec des systèmes nouveaux qui sont faits pour ça et qui sont ergonomiques, d'avancer. Donc moi, j'ai toujours été impressionné, hein. J'ai fait cette formation, comme je vous l'ai dit, déjà depuis 8 ans, avec 152 participants qui ont des profils de chefs d'atelier, qui ont des profils de direction, qui ont des profils de marketing, mais tout le monde a très rapidement su utiliser ce genre de plateforme. Donc pour moi, dans cette formation de 3 jours, on peut très rapidement voir que au niveau ergonomique, au niveau de l'utilisation, eh ben, ça ne fait pas du tout peur. Donc hein, je suis ingénieur en mécanique, polymécanicien et pas informaticien, et on arrive très très rapidement à avancer sur les sujets. La peur, elle est au niveau du transfert des données et de la récupération du passé. Et là, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose de très difficile, de très pénible. Pourquoi? Ben parce qu'il faut aussi savoir de votre côté quelles sont les données qui sont valables, qu'est-ce qu'il faut reprendre, qu'est-ce qu'il faut oublier, où est-ce qu'il faut recommencer. Et la difficulté, elle est là. Elle est la peur que les gens ont, ben c'est je veux récupérer ce que j'avais avant. Donc ergonomiquement, non, vous ne récupérez pas, vous avez beaucoup mieux. Par contre, ben, c'est les données et comment ramener ces données dans un nouveau système. Effectivement. Moi, ensuite Fabrice, je vais prendre sa question parce que ça rebondit un peu, sur la formation. Quel profil de compétences doit-on avoir? Donc je suppose que c'était, pour la formation. Donc là, sur les 152 participants que j'ai eus ces dernières années, il y avait vraiment de tout type. L'entrepreneur qui a envie de débuter, d'avoir une base, le chef d'atelier qui veut rester focus sur qu'est-ce que c'est qu'un ordre de fabrication, qu'est-ce que c'est qu'une gamme. Donc il y a vraiment tous les types, hein. Ceux qui
viennent faire cette formation parce qu'ils ont envie d'utiliser un outil comme Odoo et puis qui veulent voir qu'est-ce que c'est que le front-end, comment est-ce qu'on peut connecter nos fournisseurs, nos clients, la comptabilité, DPD, etc., la logistique. Et puis, donc, aussi les entrepreneurs. Donc, honnêtement, j'ai eu tout type de personnes qui sont venues faire cette formation. Je la fais aussi en interne, dans les usines et aussi dans des entreprises où ils ne veulent pas forcément intégrer l'outil de type Odoo, mais ils veulent s'en inspirer pour pouvoir designer leur futur. Donc, on peut vraiment faire des proof of concept en utilisant un outil qui a déjà été designé comme ça pour ensuite adapter les systèmes qu'on a déjà. Donc, ça reste de mon côté absolument ouvert. Il faut, euh, il faut savoir utiliser un PC, il faut savoir aller sur Internet, etc. Donc voilà, c'est la limite. Tout à fait. Et puis Jean-Marie nous demande quel logiciel APC recommandez-vous pour calculer les corrections? Peut-être peut-on le faire avec Odoo? Alors, je ne sais pas si on peut le faire avec Odoo. Au niveau du logiciel, ça dépend vraiment de vos besoins. Donc, pendant la formation, on a fait le choix de se passer de logiciel. Donc, c'est pour pas mettre telle et telle solution en avant. En fait, on le fait avec un petit programme Python qu'on a développé et ça calcule les corrections pareil que les logiciels. En fait, ça dépend vraiment de votre besoin. Si vous voulez mettre très rapidement en place un projet d'autocorrection, mais vous ne voulez pas forcément tout connecter ensemble ou envoyer directement les corrections à la machine, il y a des logiciels qui sont adaptés. Si vous voulez tout mettre dans une seule interface, il y en a d'autres qui sont aussi plus adaptés, tels que Alisetting, par exemple. Donc, en fait, ça dépend vraiment de votre besoin. Je peux répondre à la question sur Odoo. L'avantage de cette plateforme Odoo, comme je l'ai mentionné, c'est que c'est une solution aussi open source. Donc, on peut développer des modules spécifiques. Il en existe certainement un. Ce qui existe déjà dans la version de base parfaitement industrialisée, c'est cette IoT Box qui permet de connecter des pieds à coulisses Bluetooth de type Silvac, ça a très bien fonctionné, pour remonter les points qualité. Donc, dans l'ordre de fabrication, quand on fait sa gamme, on peut dire « je souhaite que ces points-ci soient mesurés par l'opérateur sur la machine ». Et puis lui, il a simplement son pied à coulisses ou son micromètre qui est identifié à travers une IoT Box qui remonte la donnée dans la base de données. Ensuite, faire de l'APC, je pense que ça demande un petit module. Je peux me renseigner, mais de mon point de vue, ça ne paraît pas trop compliqué vu le nombre de modules spécifiques que j'ai déjà vu ces 10 dernières années. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore une question ou non? On arrive gentiment à la fin, je pense. On a déjà bien parlé de tout ça. Ah, une dernière. Allez, une dernière de Claude. Quels sont les aspects sécurité à prendre en compte quand on est dans le tout connecté, dans le cas où on n'est plus dans le monde connecté, connecté? C'est peut-être une question bête. Donc, en termes de sécurité, qu'est-ce que... Je pense que là, il faut vraiment le prendre très au sérieux. C'est pour ça que de mon côté, en tant que PME, je me suis toujours basé sur des solutions assez grandes. Par exemple, Odoo, c'est maintenant plus de 6000 collaborateurs. C'est une licorne qui vaut plusieurs milliards. Et puis, quand vous promenez ici en Romandie, vous voyez déjà beaucoup de gens qui sont dessus. Donc, ça protège pas de tout. Je pense qu'il faut avoir en interne une bonne solution de cybersécurité avec une personne qui est responsable ou avoir des personnes externes pour bien vérifier. Donc, je ne suis pas un informaticien. Par contre, je recommande vraiment d'avoir une solution interne de contrôle. Ouais, la sécurité, ça reste un enjeu pour toute entreprise à tout niveau, qui est très, très important à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'on on arrive à la fin déjà de ces 45 minutes. On les a un petit peu dépassées. Et bien, du coup, je vous remercie, Guillaume et Samuel, pour ces échanges. Je vous remercie à tous aussi d'avoir été là aujourd'hui.
Donc pour ceux et celles qui veulent approfondir, aussi, ce sujet, vous avez reçu, dans les liens sur le chat, hein. Vous avez les LinkedIn de nos intervenants si, vous voulez vous connecter avec eux, c'est toujours possible. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, le replay vous sera envoyé la semaine prochaine avec les liens dont on a parlé encore une fois. Comme ça, vous aurez tout avec vous. N'hésitez pas à consulter la plateforme jobwatch.ch. Donc, encore une fois, avec les formations, on a aussi les formations SMACA qui sont disponibles chez nous. Donc, ça vous permet aussi d'approfondir ceci. Je rappelle que la plateforme JobWatch est entièrement gratuite, donc vous pouvez vous créer un compte pour pouvoir, si vous cherchez un emploi ou de nouveaux défis professionnels, vous connecter avec nous. Restez bien connectés également à la newsletter parce qu'on a pas mal d'autres webinaires intéressants et techniques qui arrivent prochainement. Et voilà, je tenais encore une fois à vous remercier et Merci très bonne beaucoup. semaine. Merci à toi. Merci à toi, Valérie. Merci à tout le monde. Merci à tous.